À travers cette présentation, nous allons aborder la chimie supramoléculaire en partant de ses origines pour aller jusqu'à ses avancements plus récents. Mais commençons par le commencement. La chimie est définie comme étant la science étudiant la matière et ses transformations. Elle permet la description de celle-ci à travers la liaison chimique entre les éléments du tableau périodique. Mais qu'est-ce que la liaison chimique? Pour le comprendre, il nous faut revenir sur le principe de stabilisation par minimisation de l'énergie. Imaginez un paysage montagneux. On a deux amis, chacun dans une vallée séparée. De l'énergie leur est donnée. Celle-ci leur permet de franchir un col, accédant ainsi à une nouvelle vallée dans laquelle ils pourront se rencontrer. Cette dernière est plus profonde. Nos deux amis auront donc du mal à retourner en arrière. Ainsi, ils seront stabilisés ensemble au cœur de cette vallée. Dans le cas de la liaison chimique, l'altitude représente l'énergie et nos deux amis deux espèces isolées. Leur rencontre dans la vallée la plus profonde correspond à la formation d'une liaison chimique par minimisation de l'énergie. Il existe différents types de liaisons chimiques basées sur des interactions électroniques. Nous allons ici vous présenter les deux plus importantes. La liaison covalente correspond au partage de deux électrons entre les atomes impliqués dans la liaison. On peut la comparer à une poignée de main entre atomes. La liaison covalente est au cœur de la chimie organique, chimie associée au vivant. Celle-ci est centrée autour de l'atome de carbone et n'utilise qu'un faible nombre d'éléments pour former des structures complexes. La liaison de coordination, quant à elle, correspond à la donation de deux électrons d'un atome riche en électrons vers un atome pauvre en électrons. On peut la comparer à un atome s'accrochant des deux mains à un autre. La liaison de coordination est utilisée dans la chimie inorganique, chimie des minéraux, utilisant la totalité du tableau périodique. Jean-Marie Lehn, prix Nobel 1987, chimiste ayant eu un rôle clé dans le développement de la chimie supramoléculaire, définit cette dernière de la manière suivante. Si on trace un graphique ayant pour abscisse le nombre d'éléments chimiques et en ordonnée le nombre de composés connus, on peut représenter la zone de la chimie organique où un faible nombre d'éléments permet d'aboutir à un très grand nombre de composés, et, à l'inverse, celle de la chimie inorganique où un très grand nombre d'éléments forment un faible nombre de composés. Dans cette approche, l'avenir de la chimie résiderait dans une évolution de ces deux zones séparées vers une nouvelle zone où une grande complexité serait atteinte en utilisant la totalité du tableau périodique. Cette nouvelle zone correspond à la chimie supramoléculaire, une chimie au-delà de la molécule. Celle-ci est caractérisée par la formation d'entités de grande taille formées à partir d'espèces plus petites. De par la diversité des géométries et des liaisons mises en jeu, il est possible de former des supermolécules ayant des formes et des applications extrêmement variables. Un des aspects les plus remarquables de ces espèces est qu'elles possèdent des propriétés liées à leur taille et à leur géométrie, ce qui permet régulièrement de les comparer à des objets macroscopiques. Ainsi, on peut observer des complémentarités géométriques à l'échelle microscopique. Par exemple, un calixarène est une espèce supramoléculaire que l'on peut assimiler à un vase et un fullerène à un ballon de football. Si la taille du calixarène est suffisante pour accueillir le fullerène, alors on pourra observer une association entre eux par formation de liaisons stabilisantes, comparable à un ballon déposé dans un vase. Plus les espèces seront de taille et de forme complémentaires, et plus leur association sera forte. C'est le principe de la reconnaissance moléculaire. Il existe de nombreuses espèces supramoléculaires que l'on peut associer par analogie avec des objets du monde réel. En voici quelques exemples. Un caténane correspond à deux molécules cycliques imbriquées mécaniquement l'une dans l'autre, comme deux anneaux. Un hélicate correspond à plusieurs molécules linéaires enroulées les unes sur les autres pour former une structure semblable à celle d'une tresse. La formation de nombreux polyèdres à l'échelle microscopique a pu être atteinte, tels que des cubes supramoléculaires. Enfin, une rotaxane correspond à une molécule tige sur laquelle une ou plusieurs espèces cycliques ont été enfilées sans possibilité de s'échapper de la tige.
On peut la comparer à une tringle sur laquelle sont passés des anneaux métalliques. Les structures supramoléculaires possèdent un très grand nombre d'applications. Elles peuvent permettre la captation et l'élimination d'espèces toxiques en solution, comme des métaux lourds dans des eaux polluées par exemple. Les espèces supramoléculaires sont également utilisées pour leurs propriétés de luminescence ou de magnétisme. Elles peuvent aussi assurer le transport et le relargage d'autres espèces jusqu'à leur zone cible, telles que des médicaments ou des arômes. Parmi l'immense diversité qu'offre la chimie supramoléculaire, nous avons souhaité nous attarder sur le cas des machines moléculaires. Une machine moléculaire est une entité microscopique dont le rôle est d'être mise en mouvement sous l'action d'un stimulus extérieur. Un type de machine moléculaire très connu est le cas où le système évolue entre deux états distincts. C'est l'interrupteur moléculaire. Un interrupteur moléculaire est un système dans lequel le changement d'un paramètre extérieur précis, comme l'ajout d'un réactif, une augmentation de la température ou l'exposition à la lumière, entraîne le passage d'un état A du système vers un état B avec possibilité de retour en arrière. Pour mieux comprendre ce type de système, on peut se représenter un câble sur lequel seraient fixées deux ampoules allumées de tailles différentes. Si un papillon de nuit se trouvait proche du câble, il serait logique de le retrouver proche de la plus grande ampoule, celle-ci émettant plus de lumière. Si maintenant on actionne un interrupteur provoquant l'extinction de cette grande ampoule, on observera alors le mouvement du papillon vers la petite ampoule, la seule allumée dans cet état du système. Le changement d'état, ici l'extinction de la grande ampoule, aura donc permis l'acquisition d'un mouvement, celui du papillon, par le système. Enfin, il est à noter que le rallumage de la grande ampoule peut permettre un retour à l'état initial. On a donc bien un système réversible. Cette analogie est particulièrement pertinente dans le cas des travaux de Stoddart sur les systèmes de navettes moléculaires. Ici, une molécule cyclique chargée positivement est enfilée sur une longue molécule linéaire. Sur celle-ci, deux sites, représentés en vert et en rouge, sont susceptibles de stabiliser le cycle. À l'état initial, ce dernier se trouvera sur le site vert pour lequel il présente une plus grande affinité. Ici, le cycle mobile joue le rôle du papillon et les sites verts et rouges ceux de la grande et de la petite ampoule. Ainsi, si par une réaction chimique on oxyde le site vert, formant une charge positive, alors on aura une répulsion électromagnétique entre les charges de ce site et celles du cycle. Cela correspond à l'extinction de la grande ampoule. On observe alors le mouvement du cycle vers le site rouge, pour lequel il présente maintenant la meilleure affinité, comme le papillon vers la petite ampoule. On constate là encore que la réduction du site vert permet, tout comme le rallumage de la grande ampoule, un retour à l'état initial. De nombreux systèmes d'interrupteurs moléculaires ont été développés pour des applications variées. Certains permettent par exemple le passage réversible d'un état décontracté à un état contracté du système. On peut les qualifier de muscles moléculaires. Il est intéressant de remarquer que dans certains cas, le changement d'état du système peut entraîner une modification de ses propriétés physico-chimiques. Dans le cas d'un système de pince supramoléculaire, un stimulus extérieur permet d'obtenir la fermeture de la pince. Cela permet d'en rapprocher les deux extrémités précédemment éloignées. Ce rapprochement permet la formation d'un site présentant de nouvelles propriétés jusqu'alors inaccessibles avec la pince ouverte, comme par exemple une association avec une autre molécule, l'émission de lumière ou encore l'apparition de magnétisme. L'utilisation d'un interrupteur moléculaire peut donc permettre la modulation des propriétés d'un système par variation des conditions extérieures. Pour aller encore plus loin, nous pouvons aborder le cas des moteurs moléculaires. Ces derniers, contrairement aux interrupteurs moléculaires, n'évoluent pas de manière réversible entre deux états,
mais suivent un cycle pour fournir un mouvement continu et unidirectionnel à partir d'une source d'énergie. Si la réalisation de moteurs moléculaires présente donc beaucoup plus de difficultés, des travaux ont d'ores et déjà été développés sur des systèmes permettant d'observer une rotation unidirectionnelle dans une molécule. On peut les comparer à un système stator-rotor, comme dans un ventilateur. Devant l'avènement de telles nanotechnologies, nous pouvons nous demander s'il sera bientôt possible d'assister à des courses de voitures supramoléculaires. Pour conclure cette présentation, on retiendra que la chimie supramoléculaire est une discipline récente issue d'une combinaison des différentes chimies traditionnelles avec pour objectif d'accéder à un tout nouveau niveau de complexité. Cette chimie a permis le développement d'une très grande diversité de systèmes et bien qu'elle demeure encore aujourd'hui très théorique, elle présente des applications amenées à jouer un rôle majeur dans l'industrie de demain. Enfin, la chimie supramoléculaire, de par sa complexité, génère aujourd'hui des réflexions allant bien au-delà des applications classiques en chimie, telles que le stockage d'informations, le codage moléculaire ou encore la possibilité d'une évolution moléculaire basée sur l'adaptation.